N'écoutez que moi, c'est automatique, partout le mal est dans les films. Réponse, je suis un peu surpris que vous me proposiez ça parce que ça fait comme Hercule partie de ces films où j'ai le sentiment d'avoir été plutôt complet dans ma critique par rapport à ce que j'en pensais à tel ou tel moment, mais ça reste une bonne chose pour revenir, comme pour Hercule, sur certains points que j'ai pu critiquer et faire voir qu'est-ce que je considérais comme du chipotage et qu'est-ce que je considérais comme pas du chipotage. Faut savoir, je l'ai déjà parlé à quelques reprises, que vraiment en termes de qualité pure, il y a toujours eu depuis quelques années cette espèce de guéguerre entre la Reine des Neiges et Réponse parmi les fans sur lequel est le meilleur. Et personnellement, je serais plus enclin à dire Réponse, mais en fin de compte, personnellement, je les mets au même niveau à cause de ce que je dis, la fin. Et c'est pas seulement le numéro 1 évident de cette liste, parce que oui, vous le voyez tous venir, il y a plusieurs choses dans la fin qui me posent problème et qui font que cette grande qualité que j'avais perçue durant la grande majorité de début de film, je l'ai beaucoup moins perçue à la fin. Ça a fait un effet soufflet qui retombe, alors que dans La Reine des Neiges, les défauts étaient éparpillés dans tout le film, et même s'ils étaient plus nombreux, ils étaient moins ennuyeux en comparaison de la fin de Réponse, ce qui fait que globalement ça se compense pour moi et ça vaut à peu près l'un comme l'autre ces deux films là. Enfin bon, ça vous le saviez déjà, on va se lancer direct dans l'action, c'est parti pour le top 8 des pires points de Réponse. Je me demande. Numéro 8, la manipulation foireuse de Gothel. Alors j'aime énormément la situation de départ du film. C'est vraiment quelque chose de très fort par rapport à cette situation de Réponse qui croit qu'elle vit une vie normale alors qu'en fait non, elle n'est pas tout à fait consciente qu'elle est prisonnière et il y a quelque chose de très fort dans le fait qu'elle doive sortir de là, c'est très fort, c'est vraiment très bon. Mais il y a quand même un petit truc qui me gêne dans cette mise en place, malgré le fait que j'adore beaucoup de trucs, c'est que Gothel lui a dit que son anniversaire c'était le même jour que son anniversaire réel. Et j'ai pas trop compris ça. Je vous cache pas que j'ai pas trop compris ça. Déjà, quand on voit à un moment donné qu'elle comprend pas la notion d'anniversaire très clairement, qu'elle a pas trop suivi ça, pourquoi elle dirait à Réponse qu'elle a son anniversaire? Pourquoi elle parlerait de notion d'anniversaire à Réponse? Pourquoi elle parlerait d'une fête qui a lieu tous les ans où on doit fêter la naissance d'une telle personne déjà, et surtout pourquoi elle lui dirait que ça se passe au même moment et qu'il y a ces lanternes qui brillent dans le ciel? Pourquoi elle lui dirait automatiquement sa vraie date de naissance? C'est pas que c'est incohérent, on peut dire que c'est un moment d'inattention de sa part, peut-être qu'elle a dit son anniversaire comme ça parce qu'elle n'y a pas réfléchi et ok, mais ça fait un peu con de sa part quand on voit qu'elle c'est manipuler et prévoir beaucoup de trucs, de ne pas avoir pensé à ça. C'est le petit détail au début qui me gêne un petit peu. Les vrais problèmes importants, ce sera pour les points 1 à 4. Des points 5 à 8, ce sera des petits trucs qui me gênent, mais qui sont pas ultra graves. Voilà, c'est tout de même quelque chose qui me gêne un petit peu, et ça mérite d'être noté parce que, ouais, je comprends pas pourquoi Gothel ferait cette petite connerie-là qui va foutre en l'air un petit peu tout son stratagème dès le départ à la base, quoi. Ça a besoin d'être là et ça aurait pu être mieux mis en place, je trouve. On aurait pu faire en sorte qu'elle s'intéresse aux lanternes sans qu'elle pense à ce que ce soit son anniversaire, par exemple. Mais c'est pas ce qui a été fait. Numéro 7, une narration de fin cucu. J'ai compris que vous vouliez partir sur la fin heureuse maintenant. Est-ce que c'était forcé de nous faire un petit bilan de tous les personnages sur un ton joyeux, une musique facétieuse, tout ça? Oh, regardez, il a accompli son rêve, lui. Et lui aussi, il a accompli son rêve. Et lui aussi, nous avons tous accompli notre rêve. Il n'y avait pas moyen de le montrer sans le dire de façon aussi cash. On aurait juste pu montrer le mec jouer du piano sans qu'il y ait la narration de Eugène par-dessus. Et pareil pour le mec qui rencontre l'amour de son cœur, sachant que dans la série on le voit jamais. Oui, on le voit jamais avec l'amour de son cœur, ce type-là. Apparemment, ça a pas bien marché entre deux. Hein. En tout cas, j'en sais rien. Peut-être dans la saison 2 c'est montré, mais dans la saison 1 on les voit jamais ensemble. Petit détail, c'est un petit détail à la con, mais ouais, c'était
C'était superflu, cette espèce de narration cucu. Pour dire, ah, tout le monde est heureux maintenant, j'avais compris ça, vous êtes parti là-dessus, hein. Mais ouais, c'était pas la peine de l'appuyer comme ça. Numéro 6, Pascal. Alors, je peux pas dire que je déteste ce personnage ou quoi que ce soit, mais je le trouve perturbant. Mais pas dans un bon sens, vous voyez, c'est... Je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire exactement avec lui, avec ses réactions très particulière par rapport à toutes les choses que vit Réponse. Quand elle semble peut-être sur le point de se rappeler quelque chose en portant la couronne, il est genre pris dedans, mais en fait il dit non. Du genre, quoi, t'essayes de faire un troll au spectateur, ah, vous attendiez à ce qu'il y ait quelque chose, non, non, c'est bon, y'a rien. C'était quoi cette réaction? Il y a des tonnes de réactions comme ça, au fur et à mesure de l'histoire, que je piche pas. Est-ce que c'est censé être pour la comédie? C'est pas drôle. C'est juste bizarre. Et le pire là-dedans, c'est le passage de fin où, très nonchalamment presque, il envoie la mère Gothel à sa mort. Enfin, c'est pas vraiment lui qui la tue techniquement parlant, mais il essaye quand même de l'envoyer à sa mort en la faisant trébucher pour tomber de la fenêtre, quoi. Comme ça. Ok, what the fuck, Pascal? C'est le genre de petit moment qui s'empile comme ça et qui me laisse plus perplexe qu'autre chose devant ce personnage. Parce que je comprends un petit peu l'idée de base. L'idée de base, c'est qu'elle se fait un ami avec ce qu'elle a pu trouver dans le coin comme animal et un caméléon. Ok, hein, ça fait bien le taf. Seulement, c'est ce comportement qu'il a, je trouve qu'on aurait pu faire quelque chose d'autre. Et au passage, je suis nettement plus pris par le Pascal de la série qu'ils ont essayé de développer un peu. Et on lui a pas juste donné cette excentricité bizarre qui va pas très loin, je trouve. Je sais pas exactement où ils voulaient en venir avec ça. Ils ont essayé de faire quelque chose par rapport à son lien avec Réponse dans la série. Et je trouve que ça rendait le personnage beaucoup plus concret, beaucoup plus rattachable à un certain degré, alors que dans le film, il m'a juste laissé perplexe. C'est pas un personnage affreux ou quoi que ce soit, on est loin d'être dans les pires personnages Disney qui soient, mais j'ai jamais su trop quoi penser de lui et j'ai jamais trop compris où vous vouliez en venir avec ce personnage, parce que en termes de comédie, tout à fait personnellement, il n'y a rien qui vient pour moi. Numéro 5, le changement express de Maximus. J'adore Maximus. Vraiment, j'adore son rôle au début, son côté acharné pour découvrir le voleur, le mec qui renonce pas, enfin le cheval qui renonce pas. C'est un des meilleurs chevaux animés Disney et c'est dire beaucoup parce que il y a eu énormément de chevaux animés Disney. Genre depuis le début de leur film, on a toujours droit à un petit cheval qui accompagnait nos héros, qui avait plus ou moins une certaine importance. Et c'est pour ça que ce revirement qu'on lui fait me pose assez problème, je vous cache pas, parce que il se fait berner bêtement. Et la fille se montre gentille avec lui, tout d'un coup il dit ok, on fait la paix, tout va très bien, elle est gentille cette femme, je l'adore. Et encore ça c'est quelque chose, mais il y a pire par la fin, il a tellement retourné sa veste qu'il est prêt à aller complètement à l'encontre de ses devoirs de soldat envers lesquels il était super fier au début du film, pour libérer Eugène afin qu'il aille sauver Réponse. Alors qu'il ne savait pas toutes les choses en détail, il s'est dit tiens, il y a forcément Eugène qui doit savoir et il doit avoir moyen de la sauver. Il est prêt à renier tout son devoir pour une inconnue qui a été gentille avec lui pendant 30 secondes. Le revirement me plaît pas. Il conserve un petit peu sa personnalité qui me plaît bien, mais ce revirement est ultra forcé. Et exactement dans le même genre, en lien avec la même chose, on a, numéro 4, une reconversion forcée des méchants. J'en ai déjà parlé, c'est dingue qu'une parodie hentai soit plus réaliste, mais oui, dans la réalité des choses, si Réponse se pointait devant tout un groupe de brigands en leur disant « Ah, s'il vous plaît, aidez-moi, n'avez-vous jamais eu un rêve ?» La plupart d'entre eux se diraient « Ouais, toi, tu me fais bien rêver tout de suite. » Ça peut paraître un petit peu dégueulasse de ma part, mais ouais, dans la réalité, ce sera plus proche de ça, quand même. Quoi qu'il en soit, je vais dire un truc, si on prend seulement en compte le passage où il l'aide à s'enfuir, ça peut aller, à peu près, hein. C'est-à-dire que
ça fait quand même forcé. Pas autant que Shrek 3, parce que Shrek 3 à ce niveau-là c'est ultra forcé dans le même genre, mais ça fait quand même bien forcé. Et le pire dans tout ça, c'est quand à la fin ils se disent ok, on est super solidaires, on va aider Réponse. Alors que, je sais pas, Maximus a réussi à nous entraîner là-dedans. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs, au passage, il était certain qu'il les aiderait et tout. Mais bon. Et ils sont prêts à braver les gardes pour aller libérer quelqu'un afin qu'il puisse aller lui-même aider Réponse. Ils vont jusque là quoi. Les mecs ont été tellement influencés par le bon comportement de Réponse, le comportement optimiste de Réponse, qui leur a ouvert les yeux et qu'ils sont prêts à braver les dangers pour la sauver d'une menace inconnue qui leur a été présentée par un cheval rapidement. Et en plus, c'est même pas pour la sauver elle-même, c'est pour la sauver indirectement, sauver Eugène pour qu'il aille sauver Réponse. C'est tellement forcé dans la mise en scène sur pas mal de points. Je reviendrai sur cette évasion parce que ouais, c'est un des problèmes qui est plus haut classé, mais waouh, cette reconversion n'est pas du tout naturelle. Tout simplement parce que ça va trop loin, trop vite. Disney ou pas, je m'en fous. Une narration, pour qu'elle marche, doit prendre le temps d'instaurer ces éléments. Et cet élément-là a été instauré vite fait à un moment donné pour un résultat qui va beaucoup trop loin. C'était pareil avec Maximus et je trouve que c'est encore pire avec les brigands parce que au moins Maximus, on peut peut-être donner l'argument qu'il a eu le temps de connaître un petit peu Réponse et Eugène durant leur excursion. Mais là, il n'y a aucune excuse à part le fait « Oh, elle nous a ouvert les yeux, on a un rêve, nous aussi !» Numéro 3, une révélation inopinée. Alors là, il y a quelque chose de très personnel là-dedans, même si il y a quand même un problème de légère cohérence, de facilité scénaristique que j'ai là-dedans. C'est quand même en grande partie quelque chose, un ressentiment personnel que j'ai par rapport à cette scène. Bon, alors le problème de facilité scénaristique, c'est que au moment où Gothel a enfin réussi son coup, un coup que j'ai beaucoup apprécié, j'ai adoré sa manipulation des deux bandits pour remettre Réponse dans sa poche, j'ai adoré ça. Juste après, au moment où elle rentre, Réponse se souvient « Oh, mais oui, ces dessins que j'ai vus dans la ville, c'est les mêmes que ceux que j'ai pas arrêté de peindre. Ça veut dire qu'il y a un lien entre eux et moi et que, en fait, je suis la princesse. » J'arrive à me souvenir de l'époque où j'avais quoi, quelques jours. Personne ne peut faire ça, mais bon, on va dire que c'est magique. Et ouais, quoi, ça tombe inopinément à ce moment-là, alors que ça aurait pu tomber bien avant. Tous ces symboles, elle les a vus, elle devrait se souvenir de tout ce qu'elle a dessiné sur ses murs, étant donné que c'est genre la seule chose qu'il a occupée et pendant 16-18 ans, je sais pas exactement l'âge qu'elle a, j'ai pas fait gaffe, ça doit être 18, on va dire qu'elle a 18 ans. et donc ouais, c'est ce qu'il a occupé pendant de longues années, donc c'est un dessin qui devrait lui être resté dans la tête. Et donc le fait de voir ça directement dans la ville et aux portes du château, etc., elle devrait se dire à ce moment-là, tiens, il y a un lien, ça me rappelle quelque chose. Pas au moment où elle rentre, mais c'est une facilité scénaristique pour que cette révélation arrive à point nommé. Donc c'est pas quelque chose qui me dérange trop sur le principe, mais la raison pour laquelle c'est quand même aussi bien placé dans cette liste, c'est que oh, vous avez pas laissé Gothel jubiler. Vraiment, c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu. D'ailleurs, ça aurait pu, je pense, résoudre pas mal de problèmes, j'y viendrai, mais oui, Gothel a réussi son coup. Elle peut avoir Réponse sous sa coupe pendant qu'elle pensera qu'elle lui est redevable et que les gens dehors sont vraiment méchants, etc. et qu'elle n'a pas sa place dehors. Il y a quelque chose de fort là-dedans. Et ça aurait été intéressant de montrer ce nouveau gouffre qu'elle a atteint un petit moment et faire en sorte qu'elle remonte pas tout de suite de ce gouffre. Parce que ouais, on perd quelque chose. Pour moi, on perd vraiment quelque chose. Et ça fait enchaînement rapide et forcé. Parce que voilà, Réponse doit pas croire en Gothel trop longtemps. Donc vas-y, qu'elle est direct en mode « Ah, vous m'avez menti, je suis la princesse », tout ça.
Et ouais, cette scène n'est vraiment pas mal prise à part, mais elle est amenée beaucoup trop rapidement et j'en profite pas. J'en profite pas parce que, voilà, Gothel, sous son super plan, etc., se fait déjouer parce que, à révélation inopinée. Et après, ça aurait été cool, je pense, de faire quelque chose de plus lent. La faire réaliser que c'est une princesse, mais je sais pas, au bout de quelques jours ou quelque chose comme ça, vous voyez. Parce que oui, le fait que Eugène se fasse condamné à mort, ça aurait pu attendre quelques jours, hein. Il aurait pu rester croupir sous les barreaux, être complètement anxieux pour elle, les faire mijoter tous les deux dans leur mauvaise situation à ce niveau-là. On aurait pu ne pas non plus passer des tonnes et des tonnes de temps là-dessus, on aurait pu essayer d'accélérer les choses avec une ellipse, mais au moins montrer qu'il se passe un certain temps et que Gothel a réussi son coup pendant un petit moment, mais non. Direct après, Eugène tout de suite comprend qu'il a été manipulé par les deux autres et sait qu'il doit se rendre à la tour. Réponse se rend compte de la supercherie et tout doit s'enchaîner super vite. Ce qui donne au passage un peu moins de crédibilité au problème numéro 2, une évasion ridicule. Vous vous souvenez le moment où Eugène se rend compte qu'il va être exécuté, il y a une tension palpable, c'est fort, on se demande comment il va s'en sortir. Gag! Tous les soldats se font avoir comme des abrutis via des tas de gags puérils. À aucun moment donné on prend ça au sérieux. En fait, c'est une évasion blague, hein, c'est clair et net. Et ouais, ça casse totalement la tension que vous avez créée, tout en amenant des incohérences. Parce que ouais, cette situation, elle s'enchaîne assez vite. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place très vite, hein. L'exécution d'Eugène, elle se fait le lendemain, ils perdent pas leur temps. Et pourtant, tous nos petits brigands reconvertis ont eu le temps de se préparer, alors que Maximus a eu le temps de venir les prévenir aussi, de se rendre compte de la situation, parce que ouais, tout ça a pu être fait en l'espace d'une nuit. Et les soldats se font avoir comme une bande de blaireaux. Et je suis pas contre l'action légère, j'ai vu bien pire en termes de combat gaguesque, ennuyeux, mais finalement ça gâche l'intensité du moment, vraiment. Alors que on aurait pu être un peu léger là-dessus, sans en faire des caisses à ce point, mais on en fait vraiment des caisses. La façon dont les bandits arrivent à déjouer les soldats, la façon dont Maximus fait sortir Eugène du coin, c'est tout traité à la blague, à la rigolade, et ça n'a aucun poids, ça vire tout poids à la scène. En toute honnêteté, si c'était pour faire ça, je vous cache pas que ça aurait été bien mieux de faire en sorte que au moment où il se fait capturer, à ce moment précis, Eugène arrive à s'échapper d'une façon ou d'une autre, hein, ça vous pouviez trouver différents moyens, et qu'ils mettent plus de temps à retrouver là où vit Réponse, en interrogeant avant les deux bandits qui ont été assommés par Gothel à un moment donné par exemple. Ça aurait été exactement la même, en termes de temporalité ce serait tout aussi bien passé, et il n'y aurait pas eu ces moments de gag forcés où on tient absolument à mettre en avant ces personnages reconvertis de façon un petit peu expédiée et facile. Ça aurait grandement gagné en puissance et en cohérence de faire ça. Mais non, on a eu droit à ces moments gaguesques et ce passage est un peu affligeant, je le trouve. Pas énormément, mais un petit peu quand même, et me gêne beaucoup. Mais bon, ce qui me gêne le plus, vous savez tous ce que c'est. Vous savez, même les points précédents, je suis prêt à les pardonner pas trop difficilement. Parce que je peux comprendre qu'on se sente le besoin d'avoir ces scènes un petit peu excessives de temps en temps, ces gags un peu forcés, ce genre de choses, c'est pas trop grave. Voilà, c'est quand même pas rien du tout et ça mérite d'être relevé. Pour moi, c'est important, mais c'est pas trop grave. Par contre, je peux vraiment pas pardonner ça. Et c'est pas pour une seule raison. Je me suis étendu sur une seule et unique raison depuis quelques temps, donc je vais pas aller trop en détail sur ça. Oui, je trouve que ça aurait été beaucoup mieux s'il avait été mort, ça aurait donné beaucoup plus de poids et ça rend le truc super frustrant parce qu'à la place on a ce truc super basique où tout le monde est heureux et ce qui n'est pas du tout aidé par le fait qu'on a une narration cuculapraline après. Ah oui, ça aide pas ça, mais il n'y a pas que ça qui me pose problème. Sachant que, oui, pour revenir rapidement là-dessus, ce qui fait que, pour moi, c'était pas une évidence qu'il allait survivre, parce que j'arrête pas d'avoir droit à ce genre de commentaires, c'est que le film
jusqu'à cet instant-là, malgré quelques petits hicks, avait vraiment réussi à m'agripper de façon à ce que je me dise pas « Oh, c'est un film Disney, tout va bien se passer à la fin !» Et j'ai arrivé à être pris dans ce film en tant que film, pas en tant que film Disney. Donc c'était une belle réussite pour lui de me faire un peu oublier que je regardais un film Disney et de pas avoir des attentes précises par rapport à leur formule. Et ce passage-là m'a violemment rappelé qu'ils tiennent absolument à respecter une formule et pas aller trop loin. Voilà, c'est... Personnellement, c'est parce que le film a très bien réussi beaucoup de choses avant que j'ai réussi à croire que c'était possible qu'il meure. Donc voilà, je tiens à le dire ça, hein, c'est une des raisons pour laquelle j'ai vraiment cru que c'était possible que Jane meure. Mais bon, il n'y a pas que ça, nous sommes d'accord. Si je déteste cette scène, c'est pour plusieurs raisons. Une raison d'incohérence, j'en ai déjà parlé par rapport au fait que oui, si elle n'a plus ses cheveux magiques, mais qu'elle a encore de la magie de la fleur au pétale d'or de départ ne devrait pas disparaître comme ça, et donc Gothel devrait pas vieillir tout d'un coup, pouf. C'est pas logique. Alors, il y a énormément de gens qui ont essayé de trouver une cohérence, comme quoi cette espèce de larme, c'est un dernier fragment qui ressort et après elle a plus ces pouvoirs-là, ou une connerie comme ça. Ou alors quelqu'un, alors je sais plus qui c'était, il me semble que c'était Sans Pseudo qui a dit ça. Donc ouais, quelqu'un d'assez reconnu, que je respecte beaucoup, qui a dit ouais, moi j'ai toujours vu ça comme ça, en fait, lorsqu'on touche les cheveux de Réponse alors qu'ils sont coupés, ça vous fait vieillir un peu en accéléré. Et il prenait en compte le fait qu'au début, quand elle a coupé une mèche de cheveux de Réponse, elle redevenait vieille, un peu vite. Et ouais, ça peut aller dans l'absolu, mais ça n'arrive que 2 fois, donc il n'y a rien qui corrobore grandement ça. Et puis... Gothel continue de vieillir à vitesse grande V jusqu'à devenir poussière après avoir lâché les cheveux de Réponse. Donc je suis désolé, pour moi c'est pas super bien illustré dans le film. C'est l'explication la plus plausible que j'ai lue, et même là c'est pas super bien illustré si on doit l'interpréter comme ça, hein. Vraiment pas super bien illustré. Et puis c'est un truc qui me gêne horriblement, ce n'est pas à vous de trouver la cohérence d'une scène. Faut que ce soit clairement montré de façon plus ou moins explicite, parce que sinon ça donne l'impression que les créateurs n'y ont pas réfléchi. Et même en prenant en compte les explications qui tiennent le mieux la route, même si elles ne m'ont pas convaincu, parce que vous ne m'avez toujours pas convaincu par rapport à ça, pour moi, ça n'a aucun sens et n'a aucun mérite, parce que je sens pas une seule microseconde que les scénaristes ont pensé à la logique de la chose. Ils se sont juste dit « Ah, les cheveux ne marchent plus maintenant, la Gothel elle va redevenir vieille, avoir l'âge qu'elle devrait avoir, Même si ce pouvoir existe encore, résiduel ou non, et qu'on a montré que ça marchait très bien quand ça existait encore, lorsqu'on a broyé la fleur. Donc, enfin, infusé à nouveau, j'ai pas dit broyer, infusé. Donc, moi, pas du tout crédible, et c'est quelque chose qui aurait dû être mieux réfléchi en termes de scénario au sein du film. Pas par les spectateurs qui doivent faire le boulot à la place des scénaristes. Ça c'est un truc, je ferai très certainement une mise au point là-dessus à un moment donné, parce que ça me saoule de voir à chaque fois qu'on note un problème dans un film, les gens chercher loin une excuse pour que ça ait du sens, alors que c'est pas à eux d'aller chercher aussi loin, c'est aux scénaristes de montrer de façon claire, pas forcément direct, mais de façon claire, comment ça marche. Et ça change rien au fait que ça marche comme ça ou pas, c'est un putain de Deus Ex Machina, mais bien grave, parce qu'à aucun moment on ne semble indiquer une seule microseconde que ça peut marcher avec autre chose que ses cheveux. Ou alors est-ce que ça marche avec tous ces fluides? Genre si elle lui pissait dessus ou elle lui crachait dessus, ça marcherait aussi? Est-ce que ce poil pubien ça marche aussi comme pour ses cheveux? Est-ce qu'elle peut soigner avec ça aussi? On peut aller chercher loin avec ce genre de conneries, ça peut marcher avec tout ça. C'est naze! C'est naze, non seulement c'est de la symbolique de merde à la bisounours, l'arme magique qui soigne tout à la dernière seconde, mais en plus, ce n'est pas amené, c'est de la merde! C'est de l'écriture de merde pour amener votre résolution! Alors, ouais, je suis vraiment pas fan du fait que vous ayez pas eu les couilles de tuer votre amoureux de service en osant aller plus loin que ce que les autres films Disney faisaient. C'est un gros problème pour moi, mais c'est pas le seul problème qu'il y a. Et honnêtement, je vais dire un truc, si vous aviez mis ça en scène différemment, sans que Flynn meure, j'aurais été moins énervé que ça. C'est-à-dire faire en sorte qu'il ne meure pas, mais pas de façon aussi forcée, et sans dire « Oh regardez, il va mourir, c'est
trop triste. Eh ben en fait non, on vous a bien eu. Oh, vous êtes soulagés, hein. Sans faire ça, eh ben j'aurais été beaucoup moins énervé contre cette fin, nous sommes d'accord. Parce que oui, hein, vous auriez pas fait cette espèce de suspense à la con. J'aurais totalement eu aucun problème à ce que Flynn survive à la fin. Vraiment, ça aurait, je pense, pas fait de ce film un des plus grands films d'animation Disney, mais je lui aurais donné une meilleure note que 15 sur 20. Et c'est clair et net que s'ils avaient osé, je dis bien osé, aller jusqu'au bout et le tuer, ça aurait été un des plus grands films Disney pour moi. Là, je le dis sincèrement. Parce que vous auriez eu les couilles d'aller très loin, ça aurait été un pic émotionnel fort, ça aurait amené beaucoup moins d'incohérences stupides, et ouais, pas un Deus Ex Machina de merde, donc ça aurait été 100 fois mieux. Ça aurait été 100 fois mieux, et oui, c'est pour ça que ça me frustre énormément cette fin, parce que ça fait miroiter une fin dramatique forte en demi-teinte, et ça aurait été tellement fort, tellement osé de faire ça, ça aurait été un film génialissime si ça avait été le cas. Donc ouais, ça me frustre à ce niveau-là, mais c'est pas la seule raison pour laquelle ça me frustre, c'est parce que c'est super mal mis en scène, incohérent, un Deus Ex Machina de merde, et ouais, c'est frustrant aussi. Donc ouais, je déteste cette scène, c'est toujours la scène Disney que je déteste le plus. En tous les cas, ça changerait au fait que j'adore les personnages Réponse, Eugène, Gothel, Maximus super marrant et 2-3 autres personnages qui est là, mais ces 4 là sont déjà géniaux, ils portent le film à merveille. J'adore ces 4 personnages, il y a énormément de bonnes idées, les chansons sont sympathiques, pas autant que La Reine des Neiges, mais elles sont quand même sympathiques. Il y a beaucoup de bonnes choses à apprécier dans ce film, c'est pour ça que c'est vraiment un bon film, mais voilà, ça a pas eu l'audace d'aller jusqu'au bout, et ça s'est un peu planté à de nombreux niveaux sur la fin, c'est pour ça que je suis pas autant pris là-dedans, mais ouais, ça reste quand même un bon film que j'ai grandement apprécié. Et pour terminer, alors la prochaine fois, on va faire un truc un petit peu particulier. J'aimerais revenir un peu sur certains commentaires et qui ont réagi en disant ouais, c'est pas que je voudrais pas voter en commentaire, mais c'est que je suis pas particulièrement inspiré par un film quelconque et j'ai un peu envie de te laisser toi-même décider de quel film tu voudrais traiter ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre. Vous n'êtes pas forcément inspiré pour tel ou tel film maintenant. Et moi-même, je vous cache pas qu'il y a certains films que j'aimerais plus faire en top retour que d'autres. Donc à partir de 2019, hein, puisque le mois prochain ce sera 2019, on va changer un petit peu cette formule en commençant donc par le mois de janvier qui va venir, en alternant. Donc un mois sur 2, vous aurez donc le truc habituel, c'est-à-dire vous votez pour le film que vous voulez parmi tous ceux que j'ai traités jusqu'à présent. Hein, ça peut se faire une fois de plus sur tous les films, que ce soit Disney Animation Studios, Disney Toon et tous les autres studios, hein, comme vous souhaitez, soit un mois sur 2, donc ce sera moi qui vous proposerai 5 films que j'aurais plus ou moins envie de faire, qui m'inspireraient plus. Selon un thème, je vais essayer de trouver des petits thèmes, j'ai déjà trouvé 1, 2, 3 pour l'instant, donc j'aurai de quoi tenir jusqu'au mois de mai, normalement si tout se passe bien. Donc, le concept il est tout bête, il y a 5 films qui m'intéressent à faire en top retour, et je vous donne le choix de voter parmi ces 5 films. Donc il n'y aura pas à faire hashtag top retour dans les commentaires pour cette vidéo là. Il faudra juste voter en haut à droite pour le film que vous voudriez que je traite parmi cette liste. Alors le thème de cette liste est compléter une saga en fait. J'ai déjà traité un film, il me reste plus que sa suite à faire pour compléter plus ou moins la saga, et donc il y en a 5 disponibles, enfin techniquement 4, mais j'en ai rajouté un 5e qui complétera plus ou moins une saga, enfin vous verrez bien. Alors le premier c'est Atlantide 2, j'ai traité le premier Atlantide, le deuxième je l'ai encore plus testé. Ça va être plus difficile de trouver de bons points. Ensuite, le deuxième, le Bossu de Notre-Dame 2. Et ça ne me dérangerait pas de revenir sur ce film pour défendre quelques bons points qu'il a réussi, parce que je maintiens que c'est pas le pire Disney Toon qui existe, tout à fait personnellement. Ensuite, Peter Pan 2. Il y aurait pas mal de bonnes choses à redire, c'est très touché-coulé ce film, c'est très en dents de scie, donc il y aurait pas mal de bonnes choses à dire sur Peter Pan 2. Tarzan 2, ouais, là j'aurais pas grand chose à redire, donc ce sera un petit boulot de trouver les bons points sur Tarzan 2. Et enfin, Cendrillon 3, je sais que je n'ai pas traité Cendrillon et que personne me l'a demandé, mais ce serait pour boucler les suites Cendrillon. Voilà, hein, et puis c'est bien d'avoir un film que j'ai apprécié pour pouvoir avoir l'occasion de faire une liste des pires points d'un film que j'aime aussi dans le lot. Voilà, donc ce sera ces 5 là, je changerai de thème au fur et à mesure selon les mois.
Donc pour le mois prochain, le mois de janvier, je vous demande de voter sur ce sondage lequel parmi ces 5 films voudriez que je traite en top retour. Et le mois suivant, vous aurez libre choix. Et le mois d'après, vous aurez un sondage, puis vous aurez libre choix, puis sondage, libre choix, blablabla. À chaque fois, ça va être un nouveau cycle que je vais essayer de garder. Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En quoi ça vous dérange, hein, n'hésitez pas à le dire. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous pour très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.